Donc, mes liens d'intérêt, il faut rester 5 secondes devant une diapositive de liens d'intérêt. Et pour commencer, une diapositive assez simple, puisque je ne suis pas immunologiste, on va quand même présenter le système immunitaire. Juste pour dire que même sans le connaître, on sait qu'on a un système immunitaire extrêmement performant, puisque outre le fait qu'il nous préserve des attaques extérieures, il nous protège aussi de tous les micro-cancers que nous faisons tous les jours. Et c'est bien parce qu'il y a une défaillance du système immunitaire antitumoral qu'il peut y avoir la survenue d'un cancer. Et donc maintenant, c'est très clair dans les hallmarks du cancer, donc ces grandes étapes qui sont impliquées dans le cancer, eh bien, la défaillance du système immunitaire est maintenant clairement établie. Et donc, bien sûr, la voie des immunothérapies est une voie sur laquelle il faut extrêmement compter. Je vous mets cette diapositive, vous l'avez certainement vue pas mal de fois, vous la reverrez, je pense, à de multiples interventions qui vont vous parler d'immunothérapie antitumorale, donc dans les cancers. Cette diapositive schématise un petit peu le cycle de l'immunothérapie antitumorale. Elle est basée au départ, comme point de départ, sur le relargage de néo-antigènes par les tumeurs. Les tumeurs, effectivement, relarguent des néo-antigènes liés à la traduction de leur mutation, que ce soit épigénétique, mutation, amplification, voire des néo-antigènes viraux. Ces néo-antigènes sont récupérés par les cellules dendritiques, présentatrices des antigènes, qui vont aller migrer dans les ganglions. Là, dans les ganglions, elles vont activer des lymphocytes qui vont donc se spécialiser particulièrement contre ce néo-antigène spécifique, puis s'expandre. Et ces lymphocytes T activés vont ensuite être dans la circulation générale et pouvoir s'immiscer jusqu'aux tumeurs, reconnaître le néo-antigène tumoral et agir avec la cytotoxicité voulue pour la destruction. Donc, c'est ça, un système immunitaire antitumoral schématisé, efficace. Il y a 2 grandes étapes dans ce cycle qui sont les cibles des immunothérapies anticancéreuses actuelles. La première, c'est le phénomène d'activation des lymphocytes T par les cellules présentatrices d'antigènes. Et la deuxième étape, c'est justement cette interaction entre les lymphocytes T spécifiques activés contre la tumeur. Alors, on va revoir un petit peu plus en détail. Donc, première étape, dans les ganglions, la cellule présentatrice d'antigènes va activer les lymphocytes T vis-à-vis d'un néo-antigène spécifique. Et ça passe par une co-stimulation. Le néo-antigène porté par la molécule du complexe d'histocompatibilité qui va donc interagir avec le récepteur du lymphocyte T. Et pour que ce lymphocyte T soit activé, il faut qu'il y ait une co-stimulation avec une interaction entre les molécules B7 portées par la cellule présentatrice d'antigènes, qui sont les molécules CD80, et avec en face le CD28 du lymphocyte. Et c'est cette co-stimulation qui va pouvoir activer le lymphocyte T. Mais on a aussi des systèmes freinateurs un petit peu, et le B7 peut rentrer en compétition, une liaison avec le CTLA4 qui, lui, va inhiber cette activation. Et donc, vous comprenez bien que si on va, par un anticorps, par exemple anti-CTLA4, bloquer cette inhibition, eh bien, on va booster cette étape immunitaire. De l'autre côté, une fois qu'on a nos lymphocytes T activés spécifiquement, ils vont reconnaître et interagir avec la cellule tumorale pour la détruire par une reconnaissance entre le récepteur de ce lymphocyte T qui va reconnaître le néo-antigène porté par la cellule tumorale. Et il y a des systèmes inhibiteurs qui vont freiner cette reconnaissance et cette activation cytotoxique du lymphocyte T contre la cellule tumorale. Et bien sûr, la cellule tumorale se gave de ce genre d'inhibition pour se protéger. C'est une interaction notamment entre les molécules PD1 et leur ligand PDL1 sur la cellule tumorale. Et là aussi, on imagine bien qu'en donnant des anticorps contre ces inhibiteurs, eh ben, on va réactiver l'efficacité des lymphocytes T contre les cellules tumorales.
Alors bien sûr, l'histoire n'est pas aussi simple, car là, vous avez la cellule présentatrice d'antigènes et là, le lymphocyte T. Vous voyez que les interactions entre ces deux cellules à la première étape ne concernent pas que les deux molécules ou les deux paires de molécules dont on a parlé. Il y a beaucoup d'autres interactions qui sont possibles, beaucoup d'autres jeux moléculaires possibles qui soient soit stimulants, soit inhibiteurs. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. Le lymphocyte T, quand il est en face de la cellule tumorale, il n'a pas qu'une interaction entre le récepteur du lymphocyte T et les PD1. Il y a aussi beaucoup d'autres interactions qui rentrent en ligne de compte. Vous pouvez reconnaître éventuellement des molécules contre lesquelles maintenant on développe aussi des médicaments anti-LAG3, anti-TIM3, etc. Et puis c'est encore un petit peu plus complexe parce que le système immunitaire antitumoral, ce n'est pas que une histoire qui se discute entre les cellules présentatrices et puis les lymphocytes T et la cellule tumorale. Il y a d'autres cellules immunitaires, d'autres types de lymphocytes, facilitateurs, effecteurs, etc. D'autres cellules immunitaires, les macrophages. Et puis il y a tout le jeu de la discussion et du brouhaha des chémokines avec les cytokines, les interférons, les IDO, etc. Et puis si on avance, c'est encore plus complexe. Parce que manifestement, il y a un système là où je pense que même les immunologistes doivent se concentrer sur un domaine pour bien le comprendre. Donc il faut quand même être humble. On ne comprend pas tout du système immunitaire. Et moi, la première. Néanmoins, le fait de se concentrer uniquement sur ces interactions anti-PD1, PDL1 par exemple, a donné en clinique une efficacité nette, visible et très importante qui a révolutionné le champ du traitement des cancers. Et vous avez ici un extrait parmi tant d'autres d'une des études Princeps dans le domaine du mélanome, qui est vraiment une pathologie qui bénéficie de façon importante des immunothérapies telles qu'on les développe aujourd'hui, avec le nivolumab, qui est donc un anti-PD1 versus de la chimiothérapie. Et vous voyez, les écarts de courbe sont vraiment très impressionnants et majeurs. Et donc, rien que bloquer cette interaction-là au sein de tout ce système apporte une efficacité antitumorale très nette. Et le deuxième grand cancer pour lequel il y a une efficacité très claire et une utilisation en pratique, c'est aussi le cancer du poumon. Une étude parmi tant d'autres, deuxième ligne, épidermoïde, de la chimiothérapie versus l'immunothérapie. Et vous voyez des courbes qu'on aimerait en voir un petit peu plus souvent, et qu'on verra d'ailleurs maintenant, je pense, plus souvent en cancérologie. Donc, les immunothérapies qui ciblent CTLA4, PD1 et PDL1, même si celui-là n'est pas bien classé, c'est un anti-PDL1, font partie du champ thérapeutique qui est maintenant administré dans la prise en charge quotidienne des cancers. Vous voyez, mais au premier rang desquels, bien sûr, le mélanome et le cancer du poumon. Mais il y a aussi l'AMM maintenant, dès aujourd'hui, et déjà depuis quelque temps, dans le rein, dans le Hodgkin, dans la vessie, dans des tumeurs viro-induites rares, les tumeurs à cellules de Merkel. Et puis ça va arriver bientôt dans d'autres tumeurs. On a déjà la catégorie des tumeurs avec une instabilité microsatellitaire. Et puis il y a plein de phases 3 qui sont terminées, dont on attend les résultats, qui vont déboucher très probablement sur de nouvelles AMM. Et vous voyez déjà le champ de la pneumologie, avec dès la deuxième ligne des immunothérapies standards qui font partie des recommandations et qui sont administrées. On ne parle plus d'autres traitements. Et très prochainement, probablement, des AMM qui vont arriver, et dans toutes les autres indications, des essais qui sont en cours, qui ne seront peut-être pas tous positifs, mais vous voyez que le champ de l'immunothérapie vient largement écraser, dans certains domaines, les autres thérapeutiques. Et puis demain, ça sera demain, on verra. Mais vous pouvez déjà voir que là sont les molécules approuvées, là sont les phases 3, là sont les phases 2, et puis l'énorme cercle sont les phases 1. Ça part dans tous les sens, il y en a plein, dans tous les domaines, avec plein d'associations différentes. Peut-être d'ailleurs qu'il faudra rationaliser un petit peu le choix de ces associations à tester, mais on peut être sûr qu'avec un tel dynamisme, il va y avoir une arrivée massive des immunothérapies dans le champ du traitement des cancers. Alors, aujourd'hui, l'immunothérapie des cancers se situe là. On est surtout, vous l'avez vu, dans l'immunomodulation lymphocytaire, en inhibant des inhibiteurs, voire en stimulant des stimulateurs, sur donc, les 3 cibles qu'on a vues, essentiellement CTLA4, PD1, PDL1, mais il y en a d'autres, vous l'avez vu dans les schémas de départ. Et cette approche d'immunothérapie s'inscrit dans un
dans un paysage qui est plus large que ça. Il y a des approches en dehors de l'immunomodulation qui sont des approches vaccinales, et ça, dans le CHC, on en entend parler. Il y a d'autres approches que je ne vais pas détailler, notamment jouer sur les cytokines. Et puis, il y a aussi une autre approche où on ne va pas aller stimuler le système immunitaire directement, mais on va extraire des lymphocytes du patient, les booster, les sélectionner, voire les trafiquer un peu pour les réintroduire chez le patient et qu'ils soient beaucoup plus performants in vivo. C'est l'immunothérapie adoptive, on en dira un mot. Alors, cette immunomodulation lymphocytaire, ça fonctionne sur des tumeurs qui sont a priori immunogènes, c'est-à-dire des tumeurs qui vont titiller le système immunitaire antitumoral et qui, effectivement, ne vont pas pouvoir être contrôlées par ce système immunitaire antitumoral, mais qui les titillent un petit peu, ce qui fait que dès lors qu'on va booster ce système anti-immunitaire tumoral, pallier à ces défaillances, on va avoir une très bonne efficacité des traitements. Et ce côté immunogène est lié à la présence des néo-antigènes essentiellement, pas uniquement, mais pour beaucoup. Et ces néo-antigènes sont aussi le reflet de la charge mutationnelle tumorale. C'est-à-dire plus il y a de mutations dans la cellule, plus elle fait de néo-antigènes, plus elle est immunogène. Et vous voyez sans surprise que les tumeurs avec la plus forte charge tumorale, ce sont les tumeurs du poumon et le mélanome. Et donc c'est pour ça que ce sont sur ces tumeurs vraiment que l'immunothérapie a été exemplaire. Alors bien sûr, il y a d'autres tumeurs, le CHC est par là, avec une charge mutationnelle, mais quand même moins importante. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir d'emblée les mêmes résultats avec les thérapeutiques. Et puis, il y en a une là-haut que vous connaissez certainement, qui est le cancer du côlon avec une instabilité microsatellitaire qui ne correspond qu'à 15% des cancers du côlon, et d'ailleurs même uniquement à moins de 5% dans les formes métastatiques de cancer du côlon, mais sur lesquelles cette charge mutationnelle est liée à une forte présence néo-antigène et à une très bonne activité des anti-PD1. Et vous avez certainement vu passer dans New England il y a 2 ans, cette étude sur peu de patients, où vous voyez des réponses tumorales et des fontes tumorales dans les tumeurs avec instabilité microsatellitaire, alors que les autres, en rouge, qui n'avaient pas d'instabilité microsatellitaire, ne répondaient pas aux anti-PD1. Et vous avez le même graphique ici, avec en bleu les tumeurs avec une instabilité microsatellitaire. Et on a eu très récemment dans Lancet Oncol la publication d'une étude de phase 2, utilisant aussi un anti-PD1 chez plus de malades, 74 malades. Et vous voyez les spider plots qui montrent bien que ce sont des tumeurs qui répondent quand même très bien à l'immunothérapie et de façon longue, même si sur cette étude, on n'a pas encore un recul fantastique et qu'on peut dire que c'est sur les études mélanome et poumon qu'on sait que les réponses obtenues sont de grande durée. On a malgré tout, même quand il n'y a pas de tumeur MSI, une possibilité bien sûr de répondre aux immunothérapies. Et en cancérologie digestive, je vous donne l'exemple des cancers de l'estomac, alors des courbes effroyables, mais on est dans les cancers de l'estomac au-delà de tout recours thérapeutique. Et la première étude de phase 3 versus placebo en 3e ligne ou plus, qui est positive, vous voyez, avec une efficacité des anticorps anti-PD1 et des réponses là aussi qui sont durables. Donc une vraie démonstration d'efficacité. Voilà un petit peu le champ général de l'immunothérapie. Je ne vous ai pas développé, bien sûr, tous les essais en immunomodulation qu'on a en cancérologie digestive et de toute façon, vous aurez au cours du 3e topo les informations nécessaires pour tout ce qui est le CHC. Mais je vais vous dire un mot sur les thérapies adoptives. Qui sont donc pour l'instant pas du tout développées, comme sont développées les approches d'immunomodulation avec ces différents anticorps, anti-PD1, anti-PDL1 et anti-CTLA4, mais qui sont aussi une voie extrêmement conceptuellement très intéressante, probablement qui se développera ultérieurement, qui pour l'instant ont fait leurs preuves dans les hémopathies, et notamment les leucémies aiguës lymphoblastiques, et qui commencent à avoir quelques expériences dans les tumeurs solides. Donc le principe de la thérapie adoptive, c'est d'utiliser les cellules du patient, donc de ces lymphocytes, pour les prendre, générer in vitro un grand nombre de cellules immunitaires effectrices, donc les trier d'une certaine façon, les activer et les trier, et ensuite les réinjecter
après une lymphodéplétion du patient pour que ces cellules compétentes, triées sur leurs compétences, activées vis-à-vis de cette compétence, puissent avoir une efficacité antitumorale. Donc on est dans la vraie thérapie cellulaire. Donc là, il y a un exemple, la référence à sauter, c'était dans le New England, dans le New England Journal of Medicine, fin 2016, où on y avait l'exemple d'une patiente donc, qui était porteuse de 10 métastases pulmonaires d'un cancer colorectal déjà largement pré-traité, résistante au traitement. 3 de ces métastases ont été enlevées pour établir... ont été réséqués pour établir à partir de ce tissu des cultures de lymphocytes intratumoraux qui infiltrent les tumeurs, donc que l'on a au sein des métastases. Parallèlement, il y a eu sur le tissu tumoral une identification des mutations qui étaient exprimées dans les métastases, et chaque culture lymphocytaire du patient a été testée vis-à-vis des néoépitopes mutants qui ont été identifiés. Et il a été identifié qu'il y avait un clone, une culture de lymphocytes du patient qui reconnaissait de façon spécifique le mutant issu de la mutation du gène KRAS G12D, qui est donc une mutation extrêmement fréquente dans les cancers du côlon, dans environ 50% du côlon. Donc ce clone a été isolé, a été amplifié, et c'est ce clone qui a été réinjecté ensuite chez la patiente avec une très bonne efficacité, même si dans l'histoire après, il y a encore une petite suite, mais avec une très bonne efficacité. Et donc, on a évidemment des publications comme ça avec des succès individuels. On n'est pas encore à l'échelle des tumeurs solides, de grandes études avec ce type de thérapie adoptive. Il y a un autre type de thérapie adoptive dont il faut entendre parler du nom. Pour l'instant, je ne vois pas encore vraiment d'études arriver, en tout cas à l'échelle clinique. C'est l'exemple des CAR T-cells. Alors là, on prend les lymphocytes, c'est pareil, on prend les lymphocytes du patient, les lymphocytes généraux, on va dire. On va, par un antivirus, les transfecter et leur faire exprimer un récepteur des lymphocytes qu'on va avoir construit de façon spécifique pour reconnaître spécifiquement certains néo-antigènes tumoraux. Et en plus, ce sont des récepteurs qui sont encore modifiés pour être activés par co-stimulation, expandre cette population lymphocytaire et la réintroduire chez le patient pour obtenir des résultats d'immunothérapie boostée chez le patient, potentiellement très efficaces. Alors, tout ça, et ce n'est pas du tout le sujet du jour parce que ça sera bien exposé dans le topo précédent, mène à de nouvelles toxicités aussi qu'il va falloir apprendre à gérer. Manier les immunothérapies, ce n'est pas comme manier de la chimiothérapie. Et la dernière diapositive pour dire que, bien sûr, et ça c'est vrai pour tout médicament, il va falloir savoir chez quel patient, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit pour 100% des patients. Et donc, il va falloir trier à la fois sur des caractéristiques tumorales et sur des caractéristiques immunitaires générales du patient, les patients qui vont pouvoir répondre plus spécifiquement aux immunothérapies. Et il y a comme ça des publications sur l'établissement de certains immunogrammes pour le futur. Voilà, je vous remercie.